je vais vous parler. Donc, le titre a été choisi par Hervé, mais le contenu, c'est moi. Donc, c'est le titre d'un article que j'ai publié il y a déjà assez longtemps, donc ça a l'air d'être des vieilleries, mais c'est moins vieux que Schwartz quand même. Voilà, donc en fait, c'est publié sous l'occupation 1, et à la fin, j'expliquerai pourquoi il n'y a jamais eu 2 et 2, 3. Voilà, donc je vais vous parler de Jacques Felbeau. Peut-être vous ne savez pas qui c'est. Alors moi, j'ai appris qui était Jacques Felbeau quand je suis arrivée à Strasbourg. Enfin, je connaissais son nom parce que j'utilisais un de ses théorèmes. Mais quand je suis arrivée à Strasbourg, ça fait déjà... bon, je préfère pas y penser. Je suis à l'entrée de la bibliothèque de l'Institut de maths à Strasbourg. Il y a cette plaque... Jacques Felbeau, donc c'est quelqu'un qui est né en 1914 et qui est mort en 1945, c'est déjà deux dates. Voilà, et qui est marqué mort pour la France. Et je ne savais pas très bien ce que ça veut dire mort pour la France. En fait, c'est une mention d'état civil. Et il y a un certain nombre de gens qui ont droit à cette mention d'état civil. En fait, Jacques Felbeau est mort en déportation. Et maintenant, il y a une mention d'état civil qui s'appelle mort en déportation, mais elle n'a été inventée qu'en 1985. Donc cette plaque date de bien avant, puisqu'elle a été posée pas dans les locaux pas dans ces locaux-là, mais dans d'autres locaux, juste après la guerre. Voilà. Donc je vais vous raconter plus ou moins l'histoire de Jacques Felbeau, et pas seulement. Voilà, donc voilà, c'est un mathématicien strasbourgeois, il est né à Strasbourg. On le voit ici dans les années 30. C'était un... Ce qui est assez étonnant, c'est que c'était un grand sportif, et en particulier était champion universitaire de brasse papillon. Et donc c'était une époque où on avait le droit de fumer quand on était sportif. Donc, comme ancienne fumeuse, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc il a fait des études à Strasbourg. Il a passé le concours pour entrer à l'école normale supérieure, mais il a échoué parce qu'il a eu 0 à une épreuve, tout simplement parce qu'il ne s'est pas présenté à cette épreuve vu qu'elle avait lieu un samedi matin et qu'il était juif pratiquant. Donc ça n'a pas suffi. On va voir qu'en fait il y a d'autres fois où ça a marché quand même. Mais en tout cas, bon, voilà, le voilà à Strasbourg dans les années 30. Et alors, il apparaît dans les mathématiques par un théorème, par une note au compte-rendu de l'Académie des sciences, donc je voulais justement parler de l'Académie des sciences, qui a été publiée dans le fascicule des comptes rendus de l'Académie des sciences du 22 mai 1939. Il parle de topologie et il parle d'espace fibré. Donc c'est une note au compte-rendu, elle est présentée par Élie Cartan, qui est donc un académicien dont on va reparler à l'époque. Donc c'est le début des espaces fibrés, et ce qu'il démontre dans cette note, c'est un truc que tous les topologues utilisent tout le temps, sans même savoir qu'il y avait besoin de le démontrer avant de l'utiliser, ni même qu'il a fallu que quelqu'un le démontre, ni même que ce théorème ait un nom, c'est le fait que si vous avez un fibré localement trivial sur une base contractile, et ben ce fibré est trivial, globalement. Donc c'est ce qu'il démontre là. Donc dans la note, il y a deux théorèmes. Il y a le théorème A, donc il dit il y a une seule classe d'espace fibré sur les simplexes, le produit topologique de la fibre et le simplex, donc un espace fibré localement trivial sur un simplex, vous savez tout ce que c'est. Et ben il est globalement trivial, et donc passer de simplex à espace contractile, c'est pas très compliqué. Et puis il y a un deuxième théorème, qui s'appelle le théorème B, et qui dit que, puisque c'est comme ça, quand vous avez un fibré sur la sphère, vous n'avez qu'à découper votre sphère en deux hémisphères, chacun d'eux étant contractile. Pour comprendre comment est fait le fibré sur la sphère, il suffit de savoir comment on recolle les deux morceaux de fibré sur la frontière, qui est la sphère de dimension 1 de moins. Donc il dit il existe une correspondance binivoque entre les classes d'espace fibré sur la sphère Sn et les classes de représentation de la sphère de dimension 1 de moins, Sn-1, dans le groupe des automorphismes de la fibre. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé de mathématiques que je suis obligée de le boire un peu pour... Bon, enfin... Voilà, donc ça c'est un théorème qui
qui arrive dans une note au compte-rendu de l'Académie des sciences le 22 mai 1939. Comme vous avez vu, donc c'est la séance du 22 mai 1939. Donc l'Académie des sciences se réunissait tous les lundis, et le 22 mai 1939 était un lundi. Donc, je vais en dire un peu plus après. Donc l'Académie des sciences, c'est peut-être beaucoup plus que maintenant, ça a vraiment de l'importance. Je veux vexer personne s'il y en a parmi vous qui sont membres de l'Académie des sciences. Bon, ça, ils avaient quand même un pouvoir plus important. Peut-être parce qu'ils étaient seuls à l'avoir d'une certaine façon sur un certain nombre d'aspects scientifiques, mais surtout, donc on envoyait une note au compte rendu et puis on envoyait à un académicien, en l'occurrence là c'était Élie Cartan, et l'académicien acceptait ou pas de la passer, c'était lui qui se portait un peu garant de la qualité de la chose, et puis donc il y avait une sorte de validation du résultat s'il était publié au compte rendu, et aussi c'était extrêmement rapide. C'était beaucoup plus rapide que les publications qui ont une vraie validation scientifique, au sens où vous avez un référé ou plusieurs référés qui travaillent sur la chose. Donc on annonce le résultat, ce qu'il a fait, et puis après on écrivait un autre article, éventuellement publié ailleurs. Donc ça a vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup, dont je pense que ça a vraiment beaucoup évolué. Voilà, donc ces gens qui avaient du pouvoir en 1939, en étant membres de l'Académie des sciences, c'était pour les mathématiciens. Donc il y avait trois sections qui contenaient des mathématiciens. Il y avait une section qui s'appelait section de géométrie. Ça, c'était la crème de la crème. Après, il y avait une section de mécanique et une section d'astronomie qui, toutes les deux, contenaient aussi des mathématiciens. Et donc, le secrétaire perpétuel était Émile Picard en 1939. Il est mort en 1941, mais là, il était encore... Il y avait Jacques Hadamard, dont on a déjà parlé, dont je vais reparler aussi. Émile Borel, le Bec, dont on a parlé aussi. Enfin, en tout cas, son nom a été prononcé. Élie Cartan, que j'ai déjà nommé. Gaston Julia, Paul Montel. Et puis, il y avait d'autres gens que peut-être on connaît moins bien maintenant, mais Drac, Villa et Chazy, dans les sections de mécanique et d'astronomie. Donc, c'est ces gens-là qui avaient ce pouvoir-là. Donc, l'histoire de Jacques Felbaud, des publications de Jacques Felbaud à l'Académie des sciences, se continue le 1er décembre 1941 par un truc un peu bizarre. Vous voyez, la note est dite note de M. Charles Eresman, présentée par M. Élie Cartan. Tout va bien, c'est une note d'Eresman, sauf qu'il y a écrit en dessous: les résultats qui vont être exposés sont dus à la collaboration de l'auteur et de l'un de ses élèves, etc., etc. Donc, c'est la suite de l'histoire de la topologie et des espaces fibrés. Il se trouve que Eresman a publié avec Jacques Felbaud quelque temps avant une note dans laquelle ce qu'il démontrait, c'était pas dit dans ces termes, mais c'était un truc aussi basique dont on a tout à fait besoin, qui s'appelle la suite exacte d'homotopie d'une fibration. Il fallait bien qu'un jour que quelqu'un démontre ça. Et puis, donc ça, c'est la suite. Ils définissent ces espaces fibrés associés. Donc, l'un de ses élèves, celui qui n'est pas nommé, c'est Jacques Felbaud, comme on va voir, et je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé entre-temps. Donc, on était en 39, maintenant on est en 41. Donc, je vais essayer de vous rappeler 2-3 trucs qui se sont passés pendant ce temps, entre le 22 mai 39 et le 1er décembre 41. Bon, donc l'année 1939 se continue assez vite par la guerre qui commence en septembre 1939. Jacques Felbaud, comme tous les jeunes gens, enfin même les moins jeunes, en tout cas comme les gens, tous ceux de son âge, est mobilisé. Il est mobilisé dans l'aviation, et donc on a des belles photos de Felbaud, aviateur, et devant son avion avec sa clope, comme vous voyez. C'est impressionnant quand même. Voilà. Alors après, il y a l'année 1940, puisqu'on était en 39, avant d'aller à 41, il y a l'année 1940. Comme vous savez sans doute, en juin 1940, la France a été occupée par les armées allemandes. Donc les militaires français ont été démobilisés. Et donc, Jacques Felbaud a été nommé au lycée, prof au lycée de Châteauroux. Il était agrégé de mathématiques.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas rentré à l'école normale supérieure, mais il a passé l'agrégation comme auditeur libre à l'école normale supérieure en 1938, bien que, bien qu'il ait quand même encore séché une épreuve, il a été reçu à l'agrégation en 1938, et donc comme agrégé de mathématiques, il a été nommé au lycée de Châteauroux, mais pas pour très longtemps, parce que eh ben, dès 1940, il y a eu la mise en place du statut des Juifs par la France de Vichy, pas par les Allemands, hein, par la France de Vichy, dès le 3 octobre 1940. Alors bon, moi j'aime bien citer ça parce que pour les mathématiciens c'est intéressant, c'est une définition par récurrence. On nous explique que pour être juif il faut avoir des grands-parents juifs, mais on ne vous dit pas comment. Bon. Enfin, c'est pas il faut, en réalité il suffit d'avoir des grands-parents juifs, excusez-moi. Voilà, et la première chose qui est dite, une fois qu'on a dit ce que c'était qu'un juif, on explique que l'accès et l'exercice des fonctions publiques et les mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs, et en particulier il y a membre des corps enseignants, ce qui est certainement le cas d'un professeur agrégé de mathématiques au lycée de Châteauroux. Donc Feitbaud a dû quitter Châteauroux et il a rejoint l'université de Strasbourg qui était à Clermont-Ferrand. Alors je vais dire deux mots sur ça, parce que c'est une histoire que les gens ne connaissent pas et que je trouve importante. Donc en 1939, le 2 septembre, la ville de Strasbourg et les environs, enfin tout ce qui était au bord du Rhin en réalité, a été évacué vers la France du Sud-Ouest, juste avant la déclaration de guerre. Tout ce qui était trop près de la frontière allemande, en fait. Et en particulier, l'université de Strasbourg a été évacuée à Clermont-Ferrand parce qu'il y avait de la place. À Clermont-Ferrand, il y avait une grande université toute neuve avec pas grand monde et donc il y avait de la place. Ils ont été évacués à Clermont-Ferrand et quand la ville de Strasbourg, comme le reste de l'Alsace, a été non pas occupée mais annexée par le Troisième Reich, évidemment les Allemands ont recréé une université à Strasbourg et ils ont demandé aux gens de revenir. Donc la plupart des Strasbourgeois, des habitants de l'Alsace sont rentrés chez eux. Mais bon, les universitaires, pour tous, en fait, sont restés à Clermont-Ferrand. Et ça fait partie du problème qu'on va voir après. Les Allemands n'étaient pas du tout contents d'avoir cette université de Strasbourg qui vivait ailleurs qu'à Strasbourg, alors que Strasbourg, c'était en Allemagne. Donc c'est pour ça que je dis que cette université a été évacuée à Clermont, mais elle n'est pas rentrée. Donc il a rejoint l'université de Clermont-Ferrand. Je veux juste dire encore un ou deux petits mots sur le statut des Juifs. En réalité, je n'ai pas cité en entier, mais il y avait une disposition, un des articles de ce statut qui autorisait les Juifs à écrire des articles scientifiques. Je préfère le préciser tout de suite pour la suite de l'histoire. Voilà, alors une autre mathématicienne, parce qu'il n'y a pas que des mathématiciens, même à cette époque-là, il y a même quelques femmes. Donc une autre mathématicienne qui a été victime de ce statut des Juifs, c'est Paulette Lieberman, qui était un peu plus jeune, mais qui a fait une thèse avec Eresman, elle aussi après. Et comme vous voyez sans doute, sa carte d'identité qui avait été établie en 1940 a été revue et recontrôlée en 1941 et on lui a apposé, sûrement que vous voyez tous qu'il y a un tampon juif qui est là, qui a été apposé à ce moment-là. Bon. Voilà, donc j'avais pas la carte d'identité de Feitbaud, ni celle de Schwarz d'ailleurs, donc... mais elle est dans votre expo, non? Voilà, donc elle a réussi à aller, elle était plus jeune, elle était étudiante, elle a réussi à aller se cacher, disons, à Lyon. Voilà, donc on arrive à l'année 1941. Alors parmi les mathématiciens qui étaient visés par le statut des Juifs, il y avait en particulier Jacques Hadamard, grand-oncle de Laurent Schwarz, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a, lui, réussi à partir aux États-Unis et à être réfugié aux États-Unis. Je signale, parce que comme on va parler de Schwarz, on va dire que tous les mathématiciens
sont des gens qui défendent les droits de l'homme, etc. Je signale que parmi les mathématiciens que j'ai nommés tout à l'heure, et je ne vais pas vous dire lesquels, il y en a quand même qui ont demandé qu'on exclue Hadamard de l'Académie des sciences, puisqu'il ne venait plus aux séances pendant la... Bon, donc, voilà. Il y en a qui ont été arrêtés en raison de leurs opinions politiques. C'est arrivé 2 fois à Paul Langevin, qui n'était pas parmi les mathématiciens, mais qui est quand même un grand homme qu'il est bon de citer. Et puis à Émile Borel, qui était déjà un petit peu âgé et qui a assez mal supporté un passage en prison qu'il a fait à la fin de 1941. Bon, donc on avance. Voilà, on revient au 1er décembre 1941, donc il s'est passé tout ça. Alors, il y a cette note, et puis personne ne comprend, dû à la collaboration de l'auteur et de l'un de ses élèves. On pensait, et du moins c'est... Je sais pas, ouais, voilà. Il y a un livre qui est paru à la fin du XXe siècle, qui s'appelle History of Topology, dans lequel il y a un chapitre sur les fibrés. Et ce fibré a été écrit par Michel Zisman. Et il dit, il écrit que ce qu'on a vu là, un de ses élèves dont le nom n'est pas cité là, c'était parce que Felbo avait peur de mettre son nom en... Alors, bon, il y a des gens qui savent que Felbo est un non-juif et que Ehresmann n'est pas un non-juif. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais apparemment, il y a des gens qui savent. Donc, il ne pouvait pas mettre son nom parce que ça allait attirer l'attention sur lui, qui était juif. Donc, il a eu peur de mettre son nom, etc. Et quand j'en ai parlé avec lui quelques années après, c'est-à-dire au début des années 2000, quand j'ai fait ce travail-là, il m'a dit qu'en en fait, il n'y avait pas grand-chose aux archives de l'Académie des sciences. Enfin, bon, en fait, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Michel Zisman, mais là, il a un peu déconné parce qu'en fait, il n'y était pas allé, tout simplement. Donc, alors, voyons voir ce qui se passe. Donc, comment ça se passe? Donc, l'auteur envoie sa note, son manuscrit ou son tapuscrit à un académicien, en l'occurrence c'est Élie Cartan. Celui-ci décide de passer la note ou de ne pas la passer, mais s'il décide de la passer, on en parle à la séance le lundi et on discute si on va la passer ou pas. On dit oui, on la passe et après on envoie le manuscrit à l'imprimerie. Ça paraît dans le fascicule des comptes rendus qui paraît donc toutes les semaines. Là, et puis le manuscrit, on le prend et on le met dans une enveloppe qui s'appelle pochette de séance et où il y a toutes les choses qui arrivent pendant cette séance, donc toutes les notes qui sont passées, etc., toutes les lettres que l'Académie a reçues, par exemple toutes les lettres de Fou, ceux qui ont démontré le théorème de Fermat ou la quadrature du cercle, etc. Tout ça arrive et se retrouve dans cette pochette qui est une pochette qui est marquée 1er décembre 1941. Et cette pochette, elle arrive dans les archives. Et voilà. Et alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ces archives. En fait, c'est le premier carton d'archives que j'ai ouvert de toute ma vie. J'en ai ouvert beaucoup depuis, mais ça m'a assez sidérée, en fait. Donc, il y a toutes ces enveloppes de séance, et puis il y a une couche de poussière, mais de la poussière bien collante, assez couleur nazie d'ailleurs, tout allait bien. C'était assez... alors bon, la conservatrice m'a demandé de ne pas mettre qu'il y avait de la poussière. Alors, ce n'est pas dans l'article que j'ai écrit à ce moment-là, parce qu'elle avait... Mais enfin, quand même, c'était surtout une poussière. Moi, ça ne me gênait pas parce que c'était sale, mais c'était une poussière qui prouvait que ça n'avait jamais été ouvert, depuis que ça avait été mis là-dedans. Bon, donc c'était un jour de première fois, c'était mon premier carton, puis j'étais la première à ouvrir ce truc. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. Donc ça, c'est le manuscrit. Donc en fait, c'est un tapuscrit, disons. Donc c'est arrivé sous le titre Espace fibré associé, note de messieurs Charles Ehresmann et Jacques Felbo, présenté par M. Élie Cartan. Et Élie Cartan est arrivé avec ça, et on lui a dit « Ah non, Felbo, pas question ». Enfin, on peut imaginer. Hein. Donc il a barré, c'est son écriture, hein. Il a barré, il a mis Charles Ehresmann, et puis il a mis, j'espère que vous voyez ce qui est barré là.
là, sont dus à la collaboration. Les résultats qui vont être exposés sont dus à la collaboration de l'auteur et de M. Jacques Felbaud. Il a dit, bon, on va mettre ça. Alors, on lui a dit, non, non, pas question. Et donc, le nom de Jacques Felbaud n'apparaît pas, et finalement, les résultats qui vont être exposés sont dus à la collaboration de l'auteur et d'un de ses élèves, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout Felbaud qui a décidé qu'il avait peur qu'on mette son nom, ou qu'on voit son nom. C'est absolument pas ça, c'est que l'Académie des sciences, comme institution, ne voulait pas publier cet article sous le nom de Felbaud, alors que c'était tout à fait, il n'y a rien ne l'empêchait. C'est sûr que ça faisait plaisir aux Allemands qu'on ne le mette pas, mais voilà. Donc ça, c'est un peu le début de cette histoire. Bon, et pendant ce temps, donc, comme je dis, Jacques Felbaud a rejoint l'Université de Strasbourg à Clermont. Donc voilà, je vais vous montrer des images des jeunes gens de cette époque. Donc c'est une bande d'étudiants qui était à Clermont-Ferrand. Je pense que c'est une bande d'étudiants juifs qui était à Clermont-Ferrand. On les voit, donc j'ai nommé Simone Weller, qui est la jeune femme qui est au milieu, là, qui nous regarde. Elle là, parce que c'est elle qui m'a donné ces photos et c'est grâce à elle que j'ai pu apprendre cette histoire. Bon, Jacques Felbaud, c'est celui qui est en face, comme vous le voyez là. Donc c'est des moments assez calmes parce que c'est au moment où la ville de Clermont est dans la zone non occupée. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est comme ça. Et bon, ils font pas mal de sorties, pas seulement pour se promener, mais aussi pour aller chercher la nourriture dans les fermes voisinantes. Mais en tout cas, parmi ceux qui sont sur cette image, tous ceux qui ont survécu à la période d'occupation se sont souvenus avec beaucoup d'émotions des moments qu'ils avaient passés là. Voilà. Donc je sais que cette photo date d'avant, mais bon, c'est une photo de deux autres mathématiciens qui sont Marie-Hélène Schwartz et son mari. La photo date de 36 ou 37, je crois, et elle n'est pas prise à Clermont-Ferrand, mais néanmoins, elle était dans la même ambiance, et ils se sont aussi retrouvés à Clermont-Ferrand avant de venir dans la région ici, à la suggestion d'Henri Cartan, qui les avait rencontrés à Toulouse, je crois. Voilà. Voilà, donc nos jeunes gens là qui continuent à aller à vélo à Saint-Nectaire chercher du fromage. Non, mais c'est quand même des photos qui sont un peu touchantes. Voilà. Bon, et alors à Clermont-Ferrand, il se passe autre chose, c'est qu'il paraît un journal, enfin c'est pas vrai, il paraît en France, mais en l'occurrence c'est le bulletin de la Société mathématique de France. Donc là vous voyez le tome 70 de l'année 1942. Il est publié donc par la Société mathématique de France, qui a toujours son siège rue Pierre-Curie, parce qu'ils n'avaient pas encore inventé le nom de la rue. Qui s'appelait Pierre Curie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est Pierre et Marie Curie. Et ce bulletin, à l'époque, est publié beaucoup sous la coupe d'Henri Cartan, qu'on a cité tout à l'heure, et qui a dit un autre truc, c'est rigolo, que c'est bête comme chou, mais pas dans cette occasion, donc on en parlera après. Et qui publie une communication faite à la section de Clermont-Ferrand le 16 avril 1942, donc on a passé quelques mois, et qui parle de fibrer sur la sphère et de problèmes du parallélisme, et c'est signé par M. Jacques Laboureur. Donc pour ceux qui ne parlent pas allemand, je précise que Feldbau, ça veut dire agriculture en allemand, autrement dit labourage en français. Et donc, M. Jacques Laboureur est un pseudonyme complètement transparent. N'importe qui lit ça à ce moment-là sait qui est Jacques Laboureur. Mais bon, en tout cas, c'est un pseudonyme. Et donc, c'est un article. Non, pour dire qu'il y en a qui empêchent de publier, et puis il y en a d'autres qui aident. Je pense d'ailleurs que les annales de Grenoble ont publié des articles
même d'autres articles signés par des scientifiques juifs avant l'article de Schwartz dont tu parlais tout à l'heure. Mais je n'ai pas de Marie-Hélène aussi. Je n'ai pas de choses assez précises. Donc il continue à travailler. Et puis il croit que tout va bien se passer parce qu'il a dit, hein, je ne risque rien puisque maintenant je publie sous le nom de Jacques Laboureur. Voilà, donc malheureusement, toute cette période-là se termine assez vite parce que en novembre 1942, la zone non occupée devient zone occupée elle aussi. Et les Allemands à Clermont-Ferrand, ils ne sont pas du tout contents de voir qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, cette université de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Et en particulier, ils mènent une lutte assez dure contre les Strasbourgeois qui sont à Clermont-Ferrand. Donc il y a deux rafles. Il y en a une dont on parle beaucoup, qui est celle du 23 novembre 1943, qui est une rafle dans l'université, où sont arrêtés vraiment énormément de gens. Je vais en reparler après. En particulier, il y a aussi un professeur, un historien ou un helléniste, ou les deux à la fois, très sérieux et très gentil, qui ne sort pas assez vite de son bureau et qui est tué tout de suite comme ça. Voilà, donc... mais avant ça, il y a eu le 25 juin 1943 une rafle dans une résidence universitaire. Donc, ce sont des étudiants qui sont là. C'est des étudiants strasbourgeois. Et c'est une résidence universitaire à Clermont-Ferrand qu'on a appelé du nom de Gallia, qui est le nom d'une résidence universitaire à Strasbourg. Et je me suis aperçue tout à l'heure dans le train, en regardant cet exposé, que truc que j'avais jamais vu. On revient tout au début. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. En fait, ce que vous voyez derrière la photo de Felbo, là, c'est précisément la Gallia. Là, j'avais jamais regardé j'ai grossi pour la regarder dans le train. Et voilà. Bon. Donc revenons. Donc il est arrêté. Non, alors là, je vais trop vite. Il est arrêté. Donc, ils ont arrêté une trentaine d'étudiants ce jour-là. Lui, il n'y était pas. Il est repassé le matin pour chercher des trucs. Et puis, c'était juste ce qu'il ne fallait pas faire ce jour-là. Ils les ont séparés. Ceux qui étaient juifs, ils les ont envoyés à Drancy. Les autres, ils les ont envoyés à Compiègne. Et ceux qui étaient juifs et qui étaient à Drancy, ils ont été envoyés à Auschwitz. Et Felbo est parti à Auschwitz par le convoi 60. Il y avait 1000 personnes. Et je crois qu'il y en a 7 qui sont revenus. Mais c'est pas fini. Donc, il a réussi à envoyer des lettres. Vous savez, les petits mots du train, les petits mots jetés du train. Il a réussi à en envoyer deux. Une à Simone Weller, qui me l'a montré, et une à Carton, que j'ai vu dans le papier de Carton. Et même, le truc complètement incroyable que j'ai découvert dans les archives de Carton, c'est que Henri Carton a pu lui envoyer des colis. Alors, je ne sais pas, 2 fois. Enfin, j'ai mis un. 2 fois, il a envoyé des colis par une officine vichiste qui s'appelait l'UGIF, c'est Union Générale des Israélites de France. Donc, c'était des gens qui étaient chargés par Vichy d'organiser plus ou moins les Juifs. Et puis, finalement, bon, ils n'étaient peut-être pas assez collaborateurs parce qu'ils ont tous été déportés, finalement. Auschwitz. Oui, Auschwitz. Oui. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Donc il y avait des cartes. Il a pu écrire une carte et Carton aussi, mais tout passait. Il ne pouvait pas écrire à Carton ou Carton ne pouvait pas lui écrire, mais tout passait par le GIF. Et puis tout devait être rédigé en allemand. Complètement en allemand. C'était facile pour Carton, mais c'était facile pour lui aussi. Donc ça, c'était pas le plus gros problème. Mais ces lettres ont été, ces papiers du GIF ont été utilisés par un historien allemand qui a écrit un livre sur ce genre de choses qu'on ne sait pas, là, sur la correspondance et sur la poste pendant la guerre. Et il était très content de trouver ces trucs-là parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Donc ça a été publié dans un livre allemand. Bon, bref. Donc, on arrive en 1945. Donc, en fait, Felbo a survécu relativement longtemps
à ce camp de concentration. Donc il était à Auschwitz en janvier 1945. Comme vous savez, quand les Russes s'approchaient, on a évacué le camp d'Auschwitz. C'était une façon, un truc absolument horrible qu'on a appelé la marche de la mort, et on a fait partir ces gens. Donc c'était en janvier, il faisait très froid, il y avait de la neige, et puis ils sont partis à pied. Bon, vous voyez dans quel état ils étaient. Bon, je ne vais pas en dire plus. Il y a eu une sorte de... Ils ont traversé l'Allemagne jusque vers Sachsenhausen, puis jusqu'à Prague, puis etc. Et finalement, il s'est retrouvé à Flossenbürg, Feldbo, au printemps 1945. Et puis après, même un peu plus au sud, dans un camp qui n'est pas marqué là, qui s'appelait Ganaker, et qui était par ici. Il est mort. Il est mort d'épuisement le 22 avril, donc juste avant la fin de la guerre. Alors, c'est pas un disparu, il y avait des gens avec lui, on sait qu'il est mort, on sait que, voilà, bon, pour lui, c'est fini. Alors, il y a une grande plaque à l'université de Strasbourg où il y a les noms des 130 personnes qui sont mortes en déportation pendant la guerre de l'université de Strasbourg, je veux dire. Parmi lesquels, en déportation ou pas, ou qui ont été fusillés comme résistants ou quoi, comme les deux que je vais vous montrer maintenant. Comme vous voyez, il y a sûrement vous voyez qu'il y a l'historien Marc Bloch qui est là. Et puis sûrement vous voyez aussi qu'il y a Jean Cavaillès, dont sûrement vous avez entendu parler. C'est un mathématicien philosophe qui a été aussi fusillé comme résistant. Et puis, bon, je ne veux pas faire une liste de tout le monde, mais bon, vous voyez que le nom de Feldbo est dans cette liste aussi. Voilà. Ces gens-là ont écrit, enfin pas ceux qui sont morts évidemment, mais les autres ont écrit des témoignages sur ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration qui sont absolument bouleversants et qui sont parus. Bon, la 4e édition est de 1996, mais c'est paru tout de suite après la guerre. C'était un des premiers recueils. C'est un gros livre et dont je conseille la lecture à tous. En particulier, il y a un très long texte qui est écrit par un médecin qui s'appelait Weitz et qui était avec Feldbo, un médecin strasbourgeois qui était avec Feldbo pendant qu'il était à Auschwitz. Et puis j'ai presque fini, donc tu vois, donc on arrive à ça. Donc maintenant, on mettrait mort en déportation aussi, je pense. Voilà, et puis moi j'ai écrit d'autres trucs. Donc comme vous voyez, l'article publié sous l'occupation est assez ancien, mais j'ai écrit aussi un petit livre qui est tout aussi ancien. Puis alors celui-là, il a une grande qualité, c'est qu'il est publié par la SAMF, donc on ne peut pas l'acheter. C'est très simple. Donc il est disponible à la bibliothèque. Il y en a, voilà. Je veux juste, donc pour finir, je vais dire 2 mots sur publié sous l'occupation 1. En réalité, j'avais l'intention d'écrire un publié sous l'occupation 2, parce que, il y a ceux qui n'ont pas pu publier. Bon, il y a eu, rien que vu de l'Académie des sciences, il y a eu Feldbo, mais par exemple, il y a eu aussi André Bloch, qui lui, non seulement il était juif, mais en plus il était fou. Enfin, en tout cas, il était interné dans un asile psychiatrique. Il envoyait des articles sans cesse, mais lui, c'est pas des lettres de fou, c'est des vrais maths. Hein. Mais il n'était pas si fou que ça, parce que le premier article qu'il a envoyé, la première note qu'il a envoyée, il a écrit écoutez, vous pouvez mettre mon nom si vous voulez, mais si ça vous gêne, vous pouvez mettre tel nom. Il a proposé un pseudonyme, et ils y sont allés, donc, sans lui répondre, sans commentaire. Il a fait, bon. Il y en a d'autres qui ont publié des articles sous le nom d'un copain. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont été interdits de publier. Ça n'est pas allé dans tous les cas jusqu'à la mort en déportation, mais bon. Voilà. Et donc je me suis dit que on va parler des autres aussi. Ceux qui disent qu'il faut exclure Adamard, etc. Mais alors la différence, c'est que, c'est vachement plus difficile pour des tas de raisons. Bon, c'est beaucoup plus facile de parler des victimes que des bourreaux, bien entendu. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas vraiment des bourreaux, c'est plutôt une sorte de zone grise. Mais ces gens-là, ils ont des ayants droit, donc on n'est pas... et ces ayants droit, ils ne veulent pas qu'on en parle, alors on n'en parle pas.
Donc je n'ai pas écrit le publié 2 en question. Et puis donc j'ai arrêté de m'occuper de ça parce qu'il y avait un truc que je trouvais un peu lourd aussi. En plus, c'était que des histoires, il n'y avait que des hommes et j'en avais marre des histoires d'hommes. Donc voilà. J'ai quand même réussi à caser quelques femmes dans l'exposé. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre.